Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir. Vous écoutez Planète Hockey, la radio. Nous sommes aux têtes de course. Nous sommes dans ce fameux Bike and Coffee qui nous accueille 2 fois par semaine à l'occasion de notre premier bloc. Aujourd'hui, c'est l'after du lundi. Première diffusion 20h, rediffusion dans 2 heures à 22h. Et puis, demain matin, nous allons parler évidemment de l'actualité de ces derniers jours. Et puis également un peu quand même de l'actualité qui va arriver. Dieu sait si elle est chaude, puisque vous le savez, ce mardi, c'est le début des pré-playout. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes un trio avec Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir patron. Bonsoir Ponty. Bonsoir Ducas. Et donc Philippe Ducarreau pour vous tenir compagnie pendant ces 60 minutes. On va essayer de tenir l'horaire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'actualités aujourd'hui. Et messieurs, comme d'habitude, je vais vous demander quels sont vos titres en quelque sorte. On va commencer comme d'habitude par casque d'or, casque de plomb, et puis après on va faire les questions du lundi. Là, on a pas mal de questions, des questions intéressantes des auditeurs. Ensuite, le bilan un petit peu de ce championnat. Revenir un petit peu sur les clubs romans et puis parler un petit peu des pré-playoffs. Même beaucoup. Ouais. Et puis un petit peu de Swiss League. Et là, je pense qu'on va aller dans les pénaltys et les prolongations. Ouais. Comme d'hab, ouais. Tout ça pour vous dire que Perroton a bien travaillé pour aujourd'hui. Il s'est lancé dans des analyses de haut vol. Alors, Christian Ponty, qu'avez-vous retenu ? Moi, j'ai dans les faits marquants, vu qu'on a déjà expliqué qu'on allait parler en gros en long large du championnat, mais il y a un petit 2-3 news de NHL en passant. Donc, meilleur premier match, 2 minutes 30, premier goal. C'est pas mal pour une entrée en matière. Pas mal. Derrière Ischier met le winning goal en prolongation, donc le Kessus va bien, comme 2-3 attaquants qui marquent, c'est plutôt bon, même s'ils ne seront pas mondiaux. Malguin a marqué, donc ça c'est pour la NHL. Puis j'ai encore un truc assez marrant. Est-ce que si je vous dis Brett Ritchie et Nick Ritchie, ça vous dit quelque chose ? 2 frangins. Ouais. Les 2 ont joué en NHL. Ouais. Brett, c'est le plus ancien. Ouais. Mais voilà, ça reste... moi je vais vous dire, c'est ça l'actualité. Brett et Nick ont été échangés. Ah voilà. Ils ont inversé leur club. Ah, c'est marrant. Donc déjà, ce qui est marrant, c'est que ils font partie d'une transaction globale, mais donc il y en a un qui va à Calgary et l'autre au Coyote et vice versa. Donc déjà, ils échangent les apparts, j'imagine. Je pense. J'espère que ça. Ouais. Et puis, alors peut-être qu'on pourrait essayer en Suisse, hein, si on échange les 2 frangins Ischier, je pense que Bien est gagnant, quoi. Oui. Ça serait un truc assez cool pour Bien juste avant les playoffs. Enfin voilà, mais je trouve assez marrant, c'est l'actu un peu de NHL. Pour l'anecdote, je ne sais pas si c'était avec eux en NHL cette saison, 2 frères qui sont opposés dans 2 équipes différentes et qui se sont pris une pénalité les 2 en même temps, un pour avoir donné un coup et l'autre pour avoir répondu, mais de façon c'est pas les frères Tachuk. Je ne sais plus. Enfin bref, c'était rigolo de voir sous le regard des parents hilars dans les gradins, de voir les 2 frères évoluant dans 2 équipes différentes punis ensemble pour une bagarre entre les 2. Voilà, moi je trouve ça rigolo. Je crois que c'est les Tachuk, il me semble. Mais en tout cas, voilà, il y a que NHL qui peut arriver des trucs comme ça, mais l'échange, ils se filent les clés d'appart, ils peuvent changer, c'est assez cool. Et puis une dernière chose quand même, parce que un petit mot pour notre ami Pat Lefebvre, qui a brillamment gagné son match aller de promotion contre Tramelan, je crois 7-1. Contre Saint-Imier. Tramelan. Saint-Imier, moi j'ai vu, mais en fait... Okay. Bref, il a gagné. Okay, il a gagné contre une équipe du Jura, on va dire. Voilà. Moi j'ai mis Tramelan, peut-être je me suis trompé alors. Ouais. Vous confondez avec les Ladies de Tramelan qui ont battu les Fribourgeoises lors du match numéro 2 de la finale de SWHL. Voilà, donc ça ce sont ce que vous avez retenu. Je rejoins un peu vos conclusions. On va immédiatement enchaîner avec le casque d'or et le casque de plomb. Pour une fois, on va laisser Christian Ponty commencer avec le casque d'or. Pour éviter les habituels jérémiades. C'est toujours moi j'ai hésité c'est toujours entre les mêmes qui commencent et ils me coupent mes effets.
Non, mais bon, le problème, c'est que souvent l'actualité, elle est la même pour tout le monde. Et puis, du coup, on va un peu dans la même direction. Mais moi, j'ai hésité entre deux. On verra si on se rejoint avec Laurent. Moi, mon casque d'or, il va à Luca Gianninazzi. Je m'explique. Attention, emploie pas ce terme. Copyright. Non, alors voilà. Bon, voilà. Mis à part le fait qu'évidemment, il a repris une équipe qui n'était pas facile à diriger, mais faut quand même pas oublier que là, j'ai regardé sur les 30 derniers points possibles, on a fait 17. Il est allé gagner à Ambry un match capital sans Connolly et sans Arcobello. Il a relancé un gars comme Patry. Donc autant dire que le gars, il a vraiment été faire les fonds de tiroir. Il est dans l'alignement maintenant. Il est sur le deuxième bloc, exact. Effectivement. Et en plus, il a très bien géré Koskinen Schlegel, parce que moi, rappelle-toi Laurent, on est allé voir Lugano. Koskinen, il était scandaleux. Et en fait, le gars, il a réussi à le maintenir en température, parce qu'après, Schlegel a eu une belle série de victoires. Et ces 2 derniers matchs, il les remet de nouveau. Koskinen, dans le derby, 94,97% d'arrêt dans le derby contre Ambry, il a été vraiment très très bon. Et c'est pas tellement la qualité technique de Koskinen qu'on remettait en cause, c'était peut-être l'état d'esprit, l'attitude générale. Mais c'est pour ça que je dis qu'en gestion humaine, c'est vraiment remarquable. Et puis sérieusement, réussir à se qualifier sans Connolly, sans Arcobello, en mettant des gars comme Patry, moi je dis respect. Et je pense qu'il est allé chercher... franchement, avec son coaching, il est allé rechercher cette place en pré-playoff. Moi je dis, c'est quand même pas mal tout ça pour un gars qui coach en Woodies, quoi. Ouais. On avait retrouvé un petit peu la même idée. Moi, j'avais envie de dire bravo. Il a 30 ans. 29. Vous vous rendez compte? C'est un gamin. Je le connais bien. Je l'ai comme joueur il n'y a pas si longtemps, donc c'est incroyable de le voir en National League. Ouais. Et je précise, je l'avais dit, mais c'est vrai, après l'avant-dernier derby, il avait eu un discours extrêmement posé, alors qu'il venait de perdre contre Ambry. Le gars, avec Marco Müller. Ouais. Voilà, droit dans ses bottes. J'allais dire aussi Marco Müller, qu'il a juste récupéré depuis 2 matchs. Et c'est pour ça qu'il a eu une série difficile. Mais moi, je trouve qu'on a beaucoup parlé de Lausanne, parce qu'il fallait en parler, c'est vrai. Mais l'air de rien, ce qu'il a fait avec Lugano à 29 ans, en remplaçant Chris, moi je dis respect. Alors, donc casque d'or pour Gianninazzi que je partage, tout en mettant aussi une petite mention à Genève Servette, qui pour la première fois de son histoire termine en tête de la saison régulière du championnat suisse. Et ça, il y a eu ce chassé-croisé entre Genève et Bienne qui était finalement intéressant. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que Genève se hisse en tête du classement alors que l'équipe ne joue pas aussi bien qu'il y a quelque temps. Il y a d'allure du travail à Genève pour être vraiment au top au début des playoffs. Mais enfin voilà, bravo quand même au travail de Yann Cadieux et de ses joueurs. Le casque d'or pour Laurent Perroton. Cloton. Alors c'était un des deux. Ok, Cloton et son entraîneur Jeff Tomlinson. Je commence avec le coach de 52 ans, le Canadien originaire de Winnipeg, a réussi à monter Rapperswil en 17-18. Juste pour info, en 20-21, il a emmené Rapperswil en demi-finale, perdu 3-1 contre le champion de Zug. Donc c'est juste remarquable. Meilleur résultat du club. En 21-22, promotion avec Cloton. Et là, il les qualifie pour les pré-playoffs. Cet entraîneur a été head coach pour info chez les U19 allemands. Il a travaillé en 3e division allemande avant de monter les échelons. Après, il a été 5 ans head coach en DEL. Et puis, il a fini quand même avec une belle promotion en étant head coach de la Team Canada pour la Deutschland Cup. Donc, vraiment un beau parcours. Il a été aussi entraîneur assistant lors des championnats du monde avec la sélection allemande. Donc, déjà, mon casque d'or pour ce monsieur. On sait qu'il a des problèmes de maladie, et puis moi ça m'affecte beaucoup parce que je sais ce que c'est la vie de coach et je peux comprendre que ça peut jouer aussi sur la santé. Donc je suis très malheureux de ne plus le voir dans le championnat l'année prochaine. Ensuite, le recrutement des étrangers. Juste pour info, en 8e position, Jonathan Hang avec 49 points. En 10e position, Miro Altonen avec 49 points. 18e position, Arttu Ruotsalainen avec 42 points. Luca Ekestal Johnson, donc le défenseur avec 30 points. Eric Five avec 24 points. Tous les étrangers, vous rajoutez Yoa Metsola qui est avec pratiquement 91,23% d'arrêt. Ça fait un total de pratiquement 200 points pour les 5 étrangers. C'est tout splendide le recrutement et c'est grâce à cela qu'ils sont en pré-playoff. Et pour finir, la révélation du championnat avec David Renbacher, le défenseur de 19 ans. Il est 2004 avec 22 points en 46 matchs. Donc vraiment félicitations à Cloton et c'est clair qu'ils vont avoir un pré-playoff très compliqué contre Berne qui est en train de remonter gentiment la pente, mais promu, tu fais les pré-playoffs la première année, c'est
chapeau. Et j'ajoute, il a gardé son identité par rapport à la Ligue B. En fait, il n'a jamais changé de mode de style de jeu. Il est toujours tourné vers l'offensive. Nous, on les avait vus jouer à Genève. Ils ont perdu, mais les gars, ils attaquaient comme des fous. Et je trouve que c'est courageux. Et en plus, il a projet de jeu. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve qu'il a une identité de jeu dans toutes les équipes. Et rappelez-vous, Rapid, c'était pareil. Mais en début de saison, il prenait des sèves sur sèves. Et puis il disait non, mais nous, on va continuer à être offensif. On va améliorer notre système défensif, mais on doit apprendre à se mettre au rythme de la Ligue. Puis grâce à cela, il a quand même réussi à aller en pré-playoff avec un début de championnat très, très difficile. Et puis même, à un moment donné, juste après Noël, il a eu 8 défaites d'affilée. Mais ils n'ont pas paniqué. Et puis, faut aussi dire, alternance avec Zurkirchen qui a été bon à chaque fois. Donc, vraiment une bonne gestion et puis courageuse. J'enchaîne avec le casque de plomb. J'y vais moi sur ce coup-là. Ça m'embête d'attribuer ce casque de plomb comme ça. Je vais l'attribuer au Lausanne Hockey Club pour une bête statistique en fait. À une semaine de la fin de cette saison régulière, Lausanne était non seulement en course, non seulement pour les pré-playoffs, mais pouvait même encore, avec beaucoup de circonstances favorables, même se qualifier pour les playoffs. C'était quand même quelque chose qui aurait été incroyable. Or, je constate que sur les 2 derniers matchs que Lausanne devait gagner pour être en pré-playoff, eh bien, le goal average, et c'est ce que j'ai écrit ce matin dans un article justement sur Planète Hockey, est de 1,13. C'est pas normal. Voilà, je pense que ça ne devrait pas arriver, surtout quand on joue en plus à la maison, de prendre 5-0 dans un match décisif. D'accord, c'est contre Zug qui devait aussi gagner pour atteindre les playoffs et tout, mais je pense que quand on est devant ses responsabilités, avec le contingent qu'il y a quand même à Lausanne, avec le potentiel qu'il y a, on n'a pas le droit de prendre un 13-1 sur les 2 derniers matchs alors que vous êtes en course pour participer ou au pré-playoff ou au playoff. Bon, après, moi, si je peux ça reste très statistique, ça reste très supporter. Non, mais moi, je pense que le problème, c'est qu'ils ont fait des miracles sur 10 matchs et puis je pense qu'ils ont fini par le payer physiquement. Oui, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'ils font une énorme victoire contre Rapperswil, il ne faut pas l'oublier non plus. Ah oui. Dieu sait si... voilà. Oui, je comprends. Mais c'est vrai, ils ont craqué, je n'oublie pas leurs 11 victoires sur les 13 matchs qui précédaient avant ces 2 derniers matchs. Ça, je ne les oublie pas. Mais c'est quand même... dommage. Et moi, ce qui me gêne, c'est 8-1, 5-0. Ouais, bon, après, le problème, c'est qu'ils sont tombés sur Zug version playoff. Ils sont fous. Ouais. Moi, pour parler de mon casque de plomb, Philippe, je te rejoins, j'avais mis Lausanne, mais surtout les 13 goals encaissés, un goal marqué, mais surtout les 12 pénalités mineures. Oui. On a recommencé, expliquons aussi cela. On a recommencé à prendre des mauvaises pénalités, l'équipe extrêmement fatiguée. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ce qui fait mal, c'est une élimination au 4 mars et des vacances prolongées. Vous vous rendez compte, vous êtes le 4 mars, vous êtes en vacances, vous êtes le Lausanne Hockey Club, avec tous les remous qu'il y a eu, mais avec l'argent investi aussi, il ne faut pas oublier. C'est vraiment difficile et nous, on est quand même triste de voir cela parce qu'on pensait vraiment que ça allait le faire. Sauf que la dernière mission, on en a parlé en off, moi j'étais très inquiet par rapport aux confrontations et par rapport déjà après Rapperswil. Je les ai trouvés très très fatigués. Comme j'ai dit, et souvent ça a été repris dans les médias, mais c'est énergivore le système de jeu. Mais il a mis un système de jeu en place par rapport aux joueurs à disposition. On en parlera dans le bilan. Et vraiment, c'est une grosse claque pour le Lausanne Hockey Club de se retrouver en vacances au 4 mars. Surtout que Lausanne est depuis quasiment la mi-janvier la meilleure équipe du championnat au niveau comptable. Au niveau comptable. Pas au niveau de la qualité du jeu. Au niveau comptable. Au niveau comptable, oui, bien sûr. Ils ont crevé au poteau, mais ils payent très cher leur début de saison. Évidemment, c'est clair. Ça, on ne peut pas dire qu'on n'a pas prévu. Et puis le constat qu'on peut faire au niveau de Ward, c'est qu'il a quand même repris une équipe. Il a mis du temps, ça on en reviendra dans le bilan, mais il a quand même réussi à trouver avec Anderson des solutions. Et avec la même équipe, si on prend le bilan de Ward et le bilan de John Foust, il y a quand même une grande différence. Bien sûr. Et le changement a été bénéfique au niveau du coaching staff. C'est ce que je disais. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est ce que je pense, c'est que finalement, il a fallu que Ward s'affranchisse un tout petit peu de son directeur technique pour qu'on commence à avoir quand même une petite évolution au sein de Lausanne Hockey Club. Sa patte. Voilà, exactement. Christian, casque de plomb. Alors, moi, je vais vous faire un casque de plomb sous forme interrogative. Vous connaissez Vladislav Namestnikov? Oui, Namestnikov, joueur russe. Ça date pas d'hier. Maintenant... Non, ça date d'aujourd'hui, en fait. Non, moi, je mets un casque de plomb.
le gars, donc le dernier jour des transactions, il a été échangé 4 fois dans la même journée. Ah ouais, ouais. C'est le triste C'est record. pas de sa faute. Non, mais je sais, mais alors voilà, moi, il y a des trucs que j'adore en NHL, mais ça, je trouve ça nul, quoi, vraiment. Il avait pris des assurances pour les billets d'avion. Non, mais le gars, il était le matin à Tampa, l'après-midi à San José, il a fini au Jet de Winnipeg, donc toute la même journée. Donc, hein. c'est juste un truc de fou. Il a dû aller changer sa valise. Non, mais donc, puis bon, le gars, il part de Tampa, qui était quand même les champions en titre. Donc, il se retrouve à Winnipeg. Bon, ça pourrait être pire. Ouais, non, mais ouais, bah justement, alors Winnipeg. Il fait froid, il y en a d'autres qui peuvent dire la même chose. Il va retrouver Nino, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, 4 fois le même jour, je trouve ça un peu exagéré. Franchement, ça c'est le côté. C'est le business. Ouais, mais justement, je trouve ça un peu nul. Bon, bref, c'est mon avis. Voilà. Ok, on a fait le tour là. Ouais, on a fait le tour. On va Quelques passer questions aux questions. Alors, allez-y, Philippe. Bon, moi j'en ai reçu un certain nombre, mais vu qu'on a quand même un gros chapitre pré-playoff et bilan, en fait, aujourd'hui, on va en garder juste quelques-unes. Notamment, ça peut paraître un petit peu simple quand même, mais je vous la pose. Que coûte un étranger en Swiss League ? Ouais, c'est Kevin Deschalon. Si on fait une moyenne entre si tu viens avec une famille ou pas, mais évidemment au niveau des véhicules. On va dire au niveau salarial. Ouais, non, mais bien sûr, le total avec l'appartement, tout compris. T'étais entre 150 000 et 200 000. Mais à peu près, ça dépend dans quel club. Hein. Parce qu'un étranger à Holton, il gagne pas la même chose. C'est ça, mais dans les gros clubs, c'est un peu ça. Et puis en général, dedans, tu as compris l'écolage, le logement, le véhicule. Billet d'avion. Ouais, les véhicules, du billet d'avion, le matériel, les assurances, les impôts, et puis le salaire. Donc en gros, on peut prendre le salaire. Puis on multiplie par 2. Quoi. Ouais, c'est une fourchette. C'est une fourchette, et puis tu t'en tires au maximum pour 300 000 si tu as vraiment un immense étranger. Que la jeune, je pense qu'avec sa famille, il coûtait à peu près dans ces eaux-là. Ouais, et puis pour un étranger, par contre, de National League, vous multipliez le montant de la Swiss League par 2 ou 3 facilement. Par 3, peut-être pas, mais oui, par rapport au premier chiffre que je donnais, mais même plus. Moi, je pense qu'il y a des étrangers qui sont à 7 chiffres, avec les charges, avec le tout. Je pense qu'il y a des étrangers qui sont à 7 chiffres. Vous vous souvenez de la fameuse époque de Reijo Ruotsalainen à Berne? Ça date. Rexy Ruotsalainen, ça fait il y a 30 ans. Moi, j'étais pas né. C'est juste le plus gros patinage. Il avait à l'époque le plus gros contrat jamais vu en Suisse, c'était 1 million net. Incroyable. Par saison. Rexy, ok. C'était incroyable. Il y avait que Berne qui peut lui offrir à l'époque. Avec la voiture de fonction. Il avait même une carte de crédit qui permettait à madame d'aller faire les courses avec la carte de crédit du club. Elle allait acheter son pain auprès du club. C'était incroyable. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il venait tout droit de NHL, il venait des Highlanders, je me rappelle. Parce qu'à l'époque, des stars de NHL, il n'y en avait quasiment pas. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était aussi fort. Il y avait une sacrée différence. Ouais. Bon, on a eu Jacques Lemaire avant. Ouais, puis rappelez-vous, dans les Elmo Petcho, là. Non, mais attends. Dans les grands étrangers que Berne a eu, aussi finlandais, il y avait Lauri Mononen avec un menton immense, qui était très fort. Alors, au niveau menton, il y a eu quelques Russes qui sont venus terminer leur carrière ici. Okay. De qui je veux parler. Bon, j'y vais avec ma deuxième question. Ouais. Là aussi, dans très général, c'est marrant d'en parler maintenant, c'est Étienne de Fuy. C'est en Valais, ça. Oui, exactement. Pas loin de Martigny. Ce qui ne m'étonne pas, donc, du coup, la question, que savez-vous du projet de Chris McSorley ? Moi, ce que je sais, c'est que le dernier match des demi-finales, Chris était juste derrière le banc de Sierre. Donc, il y avait Chaux-de-Foncière, des quarts de finale, pardon. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je sais qu'il est en contact avec certaines personnes pour du coaching. Donc, il a appelé certaines personnes dans l'organisation. Aussi, ouvertement, avec certains agents, il parle de son projet de patinoire avec sa bout touchant avec les communes. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est qu'en interne, le président Bonnet et le directeur sportif Laine ne seraient pas très très d'accord qu'il ait le plein pouvoir et qu'il vienne, parce que lui, s'il vient, il va y avoir le grand ménage de la patinoire aux gens dans les bureaux. Donc je pense que en Valais, c'est pas facile de s'intégrer et de faire de la place quand il y a des Valaisans en place. Et là c'est le seul problème que je vois, mais lui, en tout cas, officieusement, il annonce partout que le projet est en route et qu'il va piloter ce projet et qu'il a ses investisseurs et que la commune est avec lui. Donc voilà les dernières nouvelles. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Chris, c'est quand même un gars qui de pouvoir. Quand il est arrivé à Genève, il a pris le pouvoir, mais il pouvait le prendre parce le club était en première ligue ou Ligue B, il venait de monter. Hein.
Maintenant, c'est comme dit Laurent. Régulièrement, on voit des articles qui disent qu'ils ne veulent pas perdre leur identité valaisanne. Donc, à mon avis, ça peut être un bras de fer. Et puis après, moi, ce que j'ai entendu par le passé récent, genre 2-3 ans, c'est que les investisseurs de Max Orley, ils venaient plutôt de Russie. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il en a trouvé d'autres? Ça, c'est la problématique aussi. Voilà. On sait qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on fait attention à ce genre de choses. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on est en train de parler d'un projet où on y englobe, par la force des choses, un petit peu le HC Sierre. Mais en fait, c'est presque un coup de force de Max Orley sur le HC Sierre, comme tel que vous le présentez. Mais c'est ce qu'il a fait à Genève. Visiblement, le club, il est pas... Ouais. Vous avez déjà vu Chris passer en douceur? Ouais, mais... Non, mais franchement... Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, à la base, Sierre n'est pas vendeur, en gros. Ouais, mais et puis vous avez quelqu'un qui arrive avec un beau projet. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner. Oui, mais quand club. vous dites Sierre n'est pas vendeur, c'est au niveau sportif, dans l'organisation du club. Mais après, au niveau politique, est-ce qu'il n'est pas vendeur si on t'amène clé en main une patinoire toute neuve? C'est tout ça. Oui, mais ça peut être Sierre, comme ça peut être Sion. Non, ça sera. C'est Sierre. Même si ça, c'est. C'est Sierre par rapport au capital public. Le projet, il est quand même avancé du côté de Sierre. Ouais. Mais c'est surtout que, voilà, moi je pense qu'il ne faut pas rêver, quoi. Le gars qui arrive et puis qui peut mettre une patinoire à Sierre, les gars, ils déroulent le tapis, tu veux faire quoi? Qui c'est qui est capable de faire ça? Ils déroulent le tapis, mais de l'autre côté, c'est très ancré, la mentalité. Et tu as des gens qui sont en place qui ne veulent pas perdre leur pouvoir. Donc c'est une lutte de pouvoir, c'est vraiment de la politique. Et puis là, c'est là que ça sera compliqué. Et puis déjà c'est en Valais. Et en plus, Sierre, c'est un endroit où il y a une grosse culture hockey, faut pas l'oublier. Il y a un gros capital public. C'est-à-dire que si vous avez des résultats et que c'est l'endroit du Valais où il y a le plus de passion par rapport au nombre de... C'est Valais. Tout le monde est d'accord, sauf les Valaisans, visiblement. Exactement. Ça c'est sûr. Et de toute façon, tout est question de business. Je vous rappelle qu'à l'époque, selon les informations qu'on avait, lorsque le groupe Anschutz est arrivé à Genève, la première question du groupe Anschutz n'était pas pour Genève, vous voulez racheter Fribourg-Gotteron. Donc, t'imagines que ça part à Fribourg? Vous imaginez ça, ce serait incroyable. Bref, passons. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième question d'Étienne Defuy. On va peut-être passer à une ou deux questions que vous avez reçues. Moi j'en ai deux. J'ai une de Vincent de Bienne. Vous allez pouvoir répondre. Puis moi j'ai un avis là-dessus aussi. Pourquoi en tant que lecteur, auditeur, téléspectateur, on perçoit des différences dans l'analyse et le traitement de l'actualité selon le média, presse écrite, radio, télévision? Selon le média? Selon le média, ouais. Alors, vous voulez que je commence? Allez-y, ouais. Moi, ce que j'ai essayé de comprendre un peu la question puis de l'analyser, en fait, c'est clair qu'il y a une différence de traitement quand vous avez le Matin ou le Blick ou un journal local. Et ça a fait pas mal d'histoires avec le propriétaire du Lausanne Hockey Club qui est par le 24 heures, qui a publié un article avec un partenariat entre le média et le club. Donc ça, c'est clair que c'est moins objectif et puis c'est beaucoup plus fidèle et beaucoup plus pour les fans locales. Après, pour la radio... Affilié, en fait. Affilié. Pour la radio et les podcasts, il y a Codefax, il y a le Premier Bloc, il y a Make Match, il y a MySport. Et puis surtout, je commence par ça, il y a des podcasts de clubs. Alors, c'est clair qu'eux, ils vont parler du club et ils ont leurs fans avec eux. C'est orienté, évidemment. C'est orienté. Après, les autres podcasts, c'est un peu moins orienté, mais sachant qu'on a tous un petit peu des choses à dire. Alors, je viens sur MySport, par exemple. Si on prend MySport, la télévision, aujourd'hui vous êtes Loïc Burkhalter, rédacteur en chef avec une ligne éditoriale. Il est évident que... Alex, pardon, excusez-moi. Loïc, il est toujours manager à la Chaux-de-Fonds. Ouais, pardon, Alex. Excusez-moi. Alex, il voit les résultats. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'à Joie, ils vont faire les playoffs, donc il y aura des matchs à diffuser et évidemment de l'argent à gagner. Ensuite, oui, évidemment. Fribourg, ils sont en pré-playoff, on espère qu'ils allent en playoff, et puis les deux premiers romans sont qualifiés, donc ça fait de l'audience et puis ça vend des matchs. Pendant un moment, là, ils ont été derrière Lausanne en étant très très positifs. Évidemment, le fait que Lausanne soit en vacances, tu perds un capital, sachant qu'il y a un gros canton avec des gens qui sont passionnés, qui suivent ça. Tu perds du taux d'écoute. Tu perds du taux d'écoute et du coup, tu vends pas de match. Donc là, c'est une chose. Après, si on prend Stéphane Rochette, qui est le consultant numéro 1, le consultant vedette de MySport, évidemment que lui, c'est compliqué aussi. Je me mets à sa place. Il a son fils qui est sous contrat à Lausanne.
évidemment que tu dois aussi, par rapport aux intérêts de ton fils, tu dois faire gaffe à ce que tu dis. Et puis, c'est vrai que nous, on nous reproche, par exemple, j'y viendrai après dans le bilan, d'être dur avec Lausanne. Et puis, du côté de MySport, on reproche à Stéphane, par exemple, d'être dur avec Fribourg. Alors, c'est aussi des expériences, c'est aussi des choses que tu sais. Il y a plein de choses mais au bout du compte, on essaye quand même des fois on l'a fait ici, mais à culpa, on essaye d'être toujours objectif. Et puis, il faut, ce qui est difficile, et nous on apprend ça en tant que consultant, c'est d'arriver à sortir certaines choses que tu sais pour répondre aux questions ou avoir un bilan juste lors de ton émission. Donc c'est ça le plus dur. Après, c'est vrai que ce que j'apprends, je finis juste ce que j'apprends au niveau de la presse écrite, c'est que j'arrive à lire maintenant les choses entre les lignes. Et c'est vrai que pour moi, des fois, il y a des articles qui sont orientés. Et ça c'est mon point de vue. C'est moi qui pense ça. Mais il n'y a pas qu'en presse écrite. Non, mais par rapport à mon rôle de consultant où je dois aussi analyser tout, lire. Au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a des choses où c'est un petit peu orienté. Donc voilà. Mais voilà. Laurent Perroton vient de quitter le monde des bisounours. C'est un peu ça. C'est ça. Non, mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il dit là, c'est que c'est vrai que c'est juste. Tu dois sortir des informations, mais sans que ça soit tourné d'une manière de propagande. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé avec 24 heures, effectivement, mais rappelez-vous, un Christian Maillard. 24 heures qui a présenté ses excuses, c'est quand même un fait rare. Bien sûr, mais il y a quand même une chose, justement. Moi, je vais venir. Faut pas oublier que ça doit rester objectif. C'est pas parce que c'est 24 heures, c'est la même chose dans La Liberté, c'est la même chose à la Tribune de Genève. Christian Maillard, il écrit plus parce que justement, ça a été clivant à un moment donné, il a donné peut-être son avis d'une manière qui n'a pas plu. Donc, à quelque part, il y a une sorte de indirect, c'est une loi tacite d'une loyauté du média vis-à-vis du club de la région, mais ça doit rester de l'information. Donc tu marches un peu sur des œufs tout le temps, hein. C'est assez compliqué. Et pour ajouter, ce qui est vraiment, il y a un peu on peut te blacklister rapidement, et ça c'est propre au pays. C'est-à-dire que quand vous parlez de football en Angleterre, même si vous avez un média local, s'il doit envoyer, il envoie. Et ici, par le passé, il y a eu des choses qui se sont passées, et du coup, les journalistes aussi font attention à cela. Donc des fois, c'est pour ça qu'on manie l'information d'une certaine manière. Bon, pour clore le sujet, moi je pense qu'il y a une presse à plusieurs vitesses. Vous avez déjà la presse locale qui, quels que soient les résultats, sera toujours derrière. Elle est un peu orientée vers son club et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément supportrice. Mais elle va beaucoup plus parler évidemment de son club que des adversaires. Ça c'est normal. Et ça c'est beaucoup le rôle de la presse locale. C'est aussi beaucoup grâce à la presse locale que l'on parle beaucoup du hockey suisse parce que finalement l'analyse elle n'arrive pas dans les grands quotidiens. Elle n'arrive pas dans les surtout en presse écrite. Voilà, exactement, c'est ça. Maintenant, au niveau de la télévision, et j'en ai assez fait pour vous dire comment ça se passe, en fait, ça va un peu, les télévisions vont aussi un peu dans le sens du vent. C'est-à-dire qu'on sent bien ce qui a de l'intérêt, ce qui en a un tout petit peu moins par les résultats ou par différentes choses. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas une chaîne de télévision qui d'emblée va dire « Ah non, on va faire moins cela, on va faire moins cela, on va faire plus cela ». Déjà, moi, je trouve déjà pas très correct d'avoir ce clivage entre les clubs romans et les clubs alémaniques. Pour moi, le championnat de Suisse, c'est 14 clubs. Et donc, moi, je pense que chaque club doit être traité de la même manière. Maintenant, c'est vrai qu'on va dans le sens du vent. Bien sûr, l'audience, elle est importante, surtout lorsqu'on est dans le pay TV. C'est très important. Mais en même temps, je ne pense pas que l'on puisse dire que telle ou telle chaîne de télévision aime ou n'aime pas tel ou tel club. Ça peut donner l'impression aux supporters mais ça n'est pas le cas. Oui. Et voilà, moi je tenais quand même à le dire parce que pour avoir travaillé dans le privé et dans le public, je peux vous garantir que bien sûr vous avez oui, lapsus révélateur, vous avez des journalistes qui sont peut-être vaudois à la base et qui connaissent Lausanne. Moi je suis fribourgeois à la base, je connais peut-être un peu mieux Fribourg. Ça ne veut pas dire que je suis pour autant supporter de Fribourg comme Steve Roth est supporter de Lausanne, même s'il a fait un bouquin sur Lausanne comme moi j'ai fait sur un bouquin sur Fribourg, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment faire la part des choses. Après moi, par exemple, je me rappelle très bien de l'époque, d'ailleurs c'est encore des fois le cas, un Jean-François Rosset qui commentait systématiquement ou à Joie ou Chaud de Fond, c'était souvent des commentaires et il ne se rendait même pas compte, c'était orienté. Vous voulez que je vous raconte pourquoi c'est comme ça ? D'abord, c'est pas orienté. Et pourquoi c'est Jean-François ? C'est simplement une question d'organisation où Jean-François il habitait dans le Jura, du coup il allait à Joie. Moi j'étais plus à Fribourg, on me mettait à Fribourg. Les Lausannois restaient sur Lausanne. C'est aussi une question d'organisation, c'est pas forcément une question de préférence. Mais c'était pas toujours judicieux, c'est ça que je veux dire.
Et pour finir, pour répondre à mon niveau, moi ça fait 15 ans que je suis consultant en Suisse. J'ai jamais eu un de mes chefs, notamment vous, Philippe, vous avez été mon chef quelques années, qui est venu me dire quelque chose sur un de mes analyses. Jamais on m'a orienté, on m'a fait un reproche. Donc ça c'est très important à dire parce que dès qu'on dit quelque chose en tant que consultant à la télévision, on est assez libre et ça c'est vraiment cool. Il faut juste savoir tempérer un peu certains enthousiasmes. Voilà. Marc-André Berset l'a aussi testé. Hein. Ah oui, absolument. Bon voilà, on termine. La dernière question. Allez, la dernière vite parce que ça fait déjà une demi-heure d'émission. Ouais, que penses-tu On va faire 1h30. Que penses-tu de la resignature pour 2 saisons à Fribourg de Didot, Isabelle de Fribourg? Alors, bravo Fribourg. Moi, je peux voilà, pour moi, c'est un pari. C'est-à-dire que finalement c'est vrai, Fribourg l'année passée, la meilleure saison de Didot c'est à Fribourg avec Dubé. Dubé a dit j'ai eu mes combats, ok d'accord, mais en fin de compte il a calé Didot à partir des demi-finales parce qu'il était cuit, parce qu'il jouait vite 26 minutes. Moi, je me dis que le calcul de Dubé, c'est que finalement, son powerplay, il marchait quand même vachement mieux quand il y avait Didot, ça c'est vrai. Donc, est-ce que Didot, avec 6 étrangers, il peut obtenir un bon rendement en l'utilisant moins puis aller plus loin? Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour moi, c'est un pari, parce que c'est vrai que je pense qu'actuellement, Söderholm, c'est un entraîneur qui ne convient peut-être pas en termes d'attitude, au niveau des joueurs responsables par rapport à Didot. C'est vrai que Didot, il a performé. Hein. Moi, j'ai toujours dit que j'adore Didot, mais c'est ses excès qu'il faut réussir à gérer. Et celui qui les a le mieux gérés, rappelez-vous, on en a parlé aussi avec Guerne, il l'a dit, c'est quand même Dubé. Donc finalement... Dernier match quand même avec Berne, 17 minutes. Hein. Il a diminué son temps de jeu, le dernier match contre Zurich. Mais on n'est même pas à l'abri que Dubé fasse des playoffs incroyables. Hein. Ça, c'est encore Didot. Ouais, Dubé, il a plus de skate. Dubé avec en coaching. De toute façon, le temps de jeu de Di Domenico la saison prochaine dépendra aussi beaucoup de quels seront les autres étrangers dans les rangs de Gotteron, parce que là, en ce moment, il y a une discussion. On sait que Desharnais, il arrête, et la question est de savoir si Rask va prendre la place de Desharnais ou pas, ou si on va aller chercher quelqu'un d'autre. C'est ça. Ce qu'il faudrait, c'est que Rask marque quelques points supplémentaires. Il y a peu de chances qu'on le garde à Fribourg, je pense. Ça. Mais je crois que ça va beaucoup dépendre aussi du fait de savoir si Rask reste à Fribourg ou pas. Moi, par rapport à Christian, moi, c'est oui et non. Oui, par rapport à la qualité des étrangers, Borgman qui est suédois, Gunderson, Delarose, Sorensen, avec Didot ça fait 5, ils vont aller sans doute ou Rask ou prendre un 6e, soit 5 étrangers avec Didot, donc ça, ok, la connaissance de ses coéquipiers et surtout la connaissance du staff et vice versa, on sait comment le gérer. Mais non, pourquoi? Non, parce que pour moi il faudrait 7 étrangers pour mettre de la concurrence et aussi lui mettre de la pression. Ensuite, il faut faire attention à une chose qu'on n'a jamais parlé ici, c'est les nationalités. Attention, il y a 3 Suédois, s'il y a un 4e qui arrive, si Didot il commence à faire des chiffres d'une 30, je peux te dire que ça va pas mal se passer. Puis c'est plus les étrangers d'il y a 10 ans là. Là on n'est plus à Langnau, là on a des jeux étrangers Sorensen qui va vouloir son temps de jeu et tout. Donc c'est ça, à faire attention à ça. C'est un pari. Et la dernière chose, le manque de temps de jeu des joueurs suisses. C'est-à-dire que là, vous allez avoir 6 étrangers de haut vol et derrière, ça va, parce que celui qui arrive, il est très fort. Gunderson, il y a beaucoup de temps de jeu. Donc les Suisses vont moins jouer. Devant, on a vu les statistiques ont baissé. Et la dernière chose, faire du neuf avec du vieux, moi je suis pas favorable. Je pense que ils commencent à avoir un certain âge et leur signer 2 ans, c'est un risque. Pourquoi ? Parce que tu sais comment ça va. Hein. On a tous été joueurs. Hein. Quand tu n'as plus d'essence dans le moteur, tu n'as plus d'essence. Et puis lui, avec son caractère, et s'il commence à plus performer, ça va être dur à gérer. Donc, je suis un petit peu mitigé. Et moi, je pense que c'est un choix de populisme. C'est-à-dire que Dubé a fait ça, il est confortable avec ça, il fait revenir ce joueur-là qui est très apprécié à Fribourg et du coup on se dit ouais notre powerplay marche, mais sauf que le powerplay marchait avec 4 étrangers, des joueurs suisses qui avaient beaucoup plus de temps de jeu, enfin il y a pas mal de paramètres qui ont changé, alors attention. Bon, après c'est un peu du populisme, mais après comme avec Bikoff, vous disiez la même chose avec Bikoff, non ? C'est pas du populisme. Non, avec Bikoff, c'était pas du. La même chose. Non, pas tout à fait. Ce qu'on disait, c'est que nous, on pensait qu'il fallait le re-signer et que
lui, il n'était pas forcément d'accord avec ça par rapport à son âge, son contrat, etc. et qu'il l'a re-signé parce qu'il est fribourgeois et parce qu'il y avait une pression. C'est ça qu'on a dit. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y en a deux qui doivent être contents, c'est Kylian Motet et Julien Sprunger. Oui. Parce que les caviars sur le pipi, c'était souvent... Mais est-ce qu'ils seront sur le premier pipi avec lui? Peut-être que ce sera le deuxième. Hein. Ça, c'est notre question. Mais ça voudrait dire que tu aurais deux énormes pipis. Je vous provoque un peu, mais on a été assez critique avec les performances de Motet cette saison, en disant que l'année passée, il avait surperformé. Il est quand même à 25 points maintenant cette année, l'air de rien. Non, attendez, je vous dis ça tout de suite. Non, il est à 32 points. 32 points même. Non, 32 points. Finalement. Ouais, finalement, il a refini un peu mieux. Ouais, c'est vrai, il a 32 points. Ouais. Ouais, mais c'est comme Kovar, on a dit qu'il faisait pas une bonne saison, puis en fin de compte, il a plus de points dans le championnat régulier que l'année passée. Hein. Bien, nous sommes au Bike and Coffee, la tête de course. Nous sommes à Nyon, à l'occasion de notre premier bloc, l'After, en lundi soir, 41e édition de tête de course. Du premier bloc à tête de course. On va vous mettre sur le 5e bloc si on continue. Ouais, c'est ce que je mérite peut-être en fait. Et on va maintenant parler du bilan des clubs romans. Allez-y. On va commencer honneur à Genève qui a fini premier. 101 points, 36 victoires, 19 défaites. Une fin de saison un peu plus difficile avec des grosses blessures. Une équipe qui a moins performé. La pause va leur faire du bien. On va essayer de remettre tout ça en place. Moi, je pense qu'ils ont le mental et puis l'expérience pour remettre ça en place. Mais sur cette fin de championnat, on peut avoir un peu des inquiétudes du côté du coaching staff. Ce qu'on sait en off, c'est que le coaching staff a été signé, a confirmé, mais sur 2 saisons. Donc les 2 assistants et l'entraîneur principal. Pour faire un peu des statistiques, première attaque, 6e défense. 3e au niveau de l'efficacité, au niveau du ratio, le nombre de shoots, sur 100 shoots, ils sont à 11,81. Sachant que dans un match championnat, c'est entre 8 et 9%. Là, on est à 11,81, donc ça veut dire vraiment la qualité. Premier powerplay exceptionnel, 28-14. 6e boxplay, 79,21, soit 117,35 si vous faites le ratio des deux. Lorsque vous êtes au-dessus de 100, c'est pas mal. À 105, c'est bien. À 110, c'est très bien. Et là, ils sont à 117,35. Pour parler un petit peu des buteurs, notre Artikainen local, 28 goals, meilleur buteur du championnat. Obélix, superstar. Omar, 2e buteur, scoreur avec 56 points. 5e Filppula, 51 points. 10e Winnick, 46 points. 12e Artikainen, 43 points. Et Tom Ernest, 15e avec 43 points. Donc ça fait les 5 étrangers au-dessus de 40 points, c'est tout simplement énorme. 3e équipe la plus pénalisée. Et surtout en fin de saison, ça a été un vrai problème. Ils ont pris vraiment beaucoup des pénalités d'indiscipline. Meilleur au face-off, ça c'est très important en play-off, 52,45. Et les statistiques au niveau du gardien, Mayer à 91,32 et Desclos à 90,27. Ça, sur la fin de saison, c'était un peu moyen. Alors moi, tu vois, toutes les statistiques que tu viens d'énumérer, je serais très curieux de les connaître avant la première pause de l'équipe de Suisse, parce que ça devait être stratosphérique. Parce qu'il faut surtout dire que Genève a fait un début de championnat mais incroyable. Et en plus, non seulement comptable, mais en plus au niveau du spectacle. Je pense que jusqu'avant cette pause, les matchs, mais chaque fois, c'était incroyable à voir. Après, maintenant, effectivement, il y a quand même eu 2-3. Il y a déjà Vatanen qui revient gentiment. Et puis, gentiment, voilà. Gentiment. C'est-à-dire, non, alors, moi, honnêtement, il pense vite, il a des bonnes mains, mais sur les pieds, il est encore un peu temps. D'ailleurs, il n'a pas joué les 2 derniers matchs, il a joué que le match contre Ajoie, c'est sûrement pas par hasard. Après, il y a Noah Roth qui a commencé, mais qui n'a pas fini le match, donc j'espère que c'est pas grave. Alors, comme tu disais, il y a une semaine pour régler les bobos. Après, moi, pour être franc, pour l'instant... 10 jours. Ouais, voilà. Mais je disais, pour être franc, après, on oublie Le Coultre parce que c'était quand même un élément important. Puis, grosse marge de progression, qui était un joueur suisse très important. Exact. Et puis en play-off, il aurait été, je pense, très important. Et puis l'autre chose, pour moi, la vraie question, c'est les gardiens avant les play-offs. Parce que autant Desclos était annoncé titulaire début de saison, pour moi, c'est plus une évidence. Je trouve que Mayer, tu prends les 10 derniers matchs joués, Mayer est plus fort pour l'instant. Après, en termes de pression pendant les play-offs, comment ils vont gérer? Je pense que c'est une des questions à régler. Qui va commencer? Moi, objectivement, maintenant, je commencerai avec Mayer. Mais alors qu'à la base, Mayer, c'était justement un excellent gardien, mais historiquement, qui n'a pas donné toujours toutes les garanties en play-off. Donc c'est peut-être le tendon d'Achille de Genève avant ses play-offs. Voilà, moi je vous écoute là, okay. Je vais laisser parler les spécialistes. Puis dernière chose, quand même préciser, début de saison ils étaient incroyables, les patinoires étaient jamais pleines. Là on est allé contre Ajoie, c'était plein. Franchement, depuis une dizaine de matchs,
c'est plein et ça c'est vraiment encourageant et tant mieux. Je crois que les Genevois ont vraiment compris qu'ils avaient une équipe exceptionnelle. En tout cas, ça s'est monté au niveau des affluences. Oui, c'est clair. On va avec Bienne, deuxième ex-aequo, 101 points aussi. Ils ont passé la barre des 100, c'est incroyable. 36 victoires, 19 défaites. Alors eux, ils ont des statistiques vraiment impressionnantes. Écoutez bien, hein. Troisième attaque, deuxième défense, efficacité 11,97, pratiquement 12%. Lorsqu'ils shootent, ils marquent. C'est tout simplement énorme. Leur powerplay est pas bien classé, mais sur les 3 derniers matchs, ils sont complètement remontés. Ils sont 8e avec 22,15 et deuxième boxplay avec 82,56, soit un ratio de 105% pratiquement. 9e équipe la plus pénalisée, donc ça reste très très bien dans la ligue. Et 509 minutes. 9e au face-off, ça c'est un vrai problème. Mais ils ont un peu progressé les derniers matchs. Et ils sont en dessous de 50%. Là où ils sont impressionnants, ils ont 14 joueurs au-dessus de 0,50 points par match. Ouais. C'est tout simplement. Je pense que j'ai pas fait le ratio, mais c'est un bel équilibre. Tout le monde peut marquer. Sateri, 92,27 avec une moyenne qui a beaucoup baissé. Ils ont eu une période difficile où il avait des stats pas bonnes, mais là il est bien remonté. Il était malade, mais Van Pottelberg à 90,17. Puis après au niveau des scoreurs, Olofsson 43 points, Offer 39 points, Rayala 38 points, Salinen 36 points, As 33 points, Brunner 32 points, Kunsley 26 points. Donc là j'ai pris que les compteurs, mais après au nombre de matchs, il y a quand même 14 joueurs au-dessus de 0,50. C'est tout simplement dans la ligue vraiment ce qui se fait de mieux en termes d'homogénéité. Alors, ils ont des statistiques stratosphériques de saison régulière. Maintenant, la question, c'est comment ils vont se comporter en play-off. Déjà, premièrement, ils ont quand même 4 gros blessés. Offer, Kunti, Radgeb, Ishii et Tanner. Ils sont tous là, normalement. Ouais, alors, voilà, justement. Mais ils ont annoncé qu'ils seraient tous là. Ils seront là, mais comment ? Parce que c'est aussi le problème de Bienne, c'est cette relative fragilité. C'est-à-dire que, en tout cas, on prend la ligne Kunti, il y en a toujours un qui est blessé. Ouais, ils n'ont jamais eu leur équipe au complet. C'est ça. Et puis en play-off, ça va frapper plus. Donc, comment ils vont réagir à ça ? C'est pour ça que Sheehan est arrivé, je pense, clairement. Donc, moi, la fragilité que je donnais pour les gardiens à Genève, je donnerais ça dans la faiblesse, entre guillemets, au niveau des blessés de ces anciens joueurs à talent comme Brunner, Kunti. Donc, comment ils vont réagir ? Après, Sateri était malade, sauf erreur, mais je crois qu'il sera au retour. Par contre, alors, au niveau gardien, ils sont bien armés pour les playoffs. Ça devrait donner. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'eux, ils partent avec un capital confiance au beau fixe. Ils ont joué la première place jusqu'au bout. Et puis, d'où l'importance de ne pas faire de pré-playoff, parce que cette petite semaine pour te mettre en forme, là, 10 jours. Mais par rapport aux blessés, je dis bien. Si Fribourg fait le job contre Lugano, ça sera bien de Fribourg. Hein. Ouais, incroyable. Tout à fait. Et Fribourg n'a pas de blessés. 0 blessés. C'est ça. Ils en ont eu pas mal, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, ça. Et puis Sorensen, le pipi, enfin bref. Ils ont été. On vient sur Fribourg. 7e, 81 points, 25 victoires, 27 défaites. 5e attaque, 4e défense, ça c'est pas mal. 2e powerplay, toujours depuis quelques saisons, depuis Kadubé, c'est bien, 26-84. 5 buts sur les 6 derniers. 12e boxplay par contre, 75,19, ça fait un total de 102,03, donc c'est pas mal. Au niveau de l'efficacité, par rapport au nombre de shoots, ils sont à 9,27, donc ça reste correct. 14e équipe la plus pénalisée, donc ils prennent pas beaucoup de pénalités, mais on sait que c'est pas une équipe qui joue très très physique. Et puis il y a quand même de la discipline individuelle. Donc voilà, Berra 91,32, Hughes 90,74, 10 joueurs au-dessus de 0,50, même s'ils n'ont pas des gros buteurs, tout le monde marque entre les joueurs suisses et les joueurs étrangers. Desharnais 42 points, Gunderson 38 points, c'est quand même Desharnais qui va partir, qui est top scorer. Hein. Berti 38 points, donc une belle satisfaction, son retour, la signature à Fribourg. Sprunger 33 points encore, Motet 32, Sorensen 31 mais qui a beaucoup moins joué. Kokanen qui a bien commencé, qui a mal fini, 31 points, Ras 26 points, c'est mieux. Et Diaz 25 points, et puis après ça se dilue. Mais voilà, le problème c'est qu'il joue Lugano. Et que Lugano, moi je trouve qu'ils ont quand même des ressemblances dans le jeu. Et en fait, ça va jouer. Je me disais exactement ça ce matin en me disant pour Bienne, ça va être peut-être plus facile de préparer la confrontation parce que Fribourg et Lugano se ressemblent beaucoup. Se ressemblent beaucoup et puis c'est possible que ça aille en 3. C'est des équipes de domicile aussi. C'est toujours dur de gagner à Fribourg, toujours dur de gagner à Lugano. Et ensuite, ça va jouer sur les performances individuelles des meilleurs joueurs de chaque équipe. Dans les buts, powerplay et puis des exploits individuels. Moi, je pense que ça va jouer là-dessus. Donc là, ça va pas forcément
niveler sur le niveau des équipes, mais ça va jouer sur les exploits individuels et ça va être assez serré à mon avis. Ouais, moi alors si je peux donner un avantage à Lugano par rapport à Fribourg, c'est dans le jeu physique. Et je pense que sans Connelly et sans Arcobello, Lugano, ils ont intérêt à aller sur le jeu physique s'ils veulent passer. Au niveau gardien, je pense que c'est assez similaire. Attention à la discipline individuelle, parce que le powerplay, il est en feu à Fribourg. Ouais, c'est vrai. Alors c'est ça que je voulais dire. En plus, sur le dernier match, et puis encore avant, la Sorensen, il commence vraiment à retrouver ses marques sur le pipi. Kylian Motet a marqué. Rask est très bon Rask, exactement. Voilà. Ils ont tous marqué d'ailleurs. Et ils n'ont pas de blessés. Et ça, c'est quand même assez rare. Et avant de commencer les playoffs, c'est pré-playoff, en fait, c'est déjà les playoffs, on est d'accord. Donc, moi, je pense que le jeu d'équipe à Lugano va être avec 2 stars en moins. Tu n'auras pas le choix de jouer 4 blocs. Et puis, à mon avis, ils vont jouer physique. Moi, je pense que c'est leur chance de sortir contre cette équipe parce qu'en talent pur, avec tout le monde sur la glace, il y a un petit avantage pour moi. Je vais peut-être dire une petite bêtise, mais Jussi Venio derrière, ça pourrait apporter quelque chose. Moi, je pense qu'il va s'adapter. Ça va être aussi Dubé a beaucoup plus d'expérience que Giardinazzi, puis il va essayer aussi de matcher et puis aussi de s'adapter par rapport au fait que comment on va jouer Lugano, mais t'as pas Arcobello et Connelly, donc ils ont moins de force offensive. Donc je pense qu'en mettant plus de force offensive du côté de Fribourg, on va essayer de faire des différences. Mais à l'arrivée de Klock a rééquilibré complètement les paires de défense. Donc ça va être une opposition de style avec beaucoup de caractéristiques qui se ressemblent. En fait. Oui. Puis il y a une petite dernière chose, c'est que quelque part, Lugano viennent de nulle part, alors que Fribourg ils ont loupé le wagon. Au niveau de l'approche, c'est quand même un peu différent. C'est différent, mais là je crois que Aïe maintenant. Je pense qu'ils ont envie. Le fait d'avoir perdu à Zug, ils étaient déjà en pré-playoff et je pense que Aïe s'est digéré et maintenant il faut partir de l'avant. Mais c'est vrai que si Fribourg joue à son niveau avec tous ses joueurs à leur niveau, et je pense qu'ils ont quand même plus de profondeur. Voilà, je pense. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire sur le 3e meilleur club roman. On va sur le Lausanne Hockey Club. On va faire un petit peu plus long parce que eux ils sont sortis, mais juste un petit bilan, 11e. Donc finalement, si on regarde bien, Fribourg c'est 25 victoires, 27 défaites, et Lausanne c'est 24 victoires, 28 défaites. Mais depuis qu'Ward est arrivé, il y a eu une belle série de victoires, mais je reviens sur 3 faits marquants pour moi. C'est la défaite le 23 janvier à domicile contre Ajoie qui a fait couler beaucoup d'encre, 2-1. Là, tu perds pratiquement ta place. Là. Après, ça va mieux, mais tu repères à la maison avec un doublé de Simic contre Laughton le 13 janvier. Donc ça, c'est 2 grosses défaites. Et la défaite pour Ward, pour moi, c'est celle d'Ajoie le 4 février où ils changent complètement son line-up et ils vont perdre 2-1 en prolongation à Ajoie. Et ça, là, c'est 8 points qui te manquent. 8 points, tu te bats encore la dernière journée pour peut-être aller chercher la 7e place à Fribourg. Donc là, c'est le côté négatif pour Ward. Ward, moi, je l'ai bien aimé comme entraîneur. Il a amené beaucoup de structure dans le jeu. Je l'ai moins aimé comme coach dans sa personnalité et son langage du corps. Mais par contre, il a beaucoup structuré avec les moyens à disposition. Cette équipe est vraiment très mal équilibrée. Il ne l'a pas façonné. Il ne l'a pas façonné, donc il a réussi à faire des choses. Mais il y a des statistiques intéressantes. Ce qu'on peut reprocher à Ward, c'est pas avoir trouvé de solution sur le powerplay. C'est le 12e powerplay de la ligue avec 16,56. Donc ça, c'est vraiment insuffisant. T'as Ajoie derrière, donc c'est vraiment pas bon. Le box-play, c'était mieux avec 75,90. 12e attaque, 9e défense. Ça a progressé en défense, en attaque. Le problème, et là j'y viens, c'est l'équipe la moins efficace du championnat. C'est-à-dire qu'ils ont un système de jeu où ils ont beaucoup d'agressivité, ils mettent beaucoup de pressing, mais beaucoup de shoot alibi pour les 2e voire le 3e bloc, parce qu'en possession de puck, ils n'ont pas le talent pour. C'est un peu énergivore de jouer comme ça, mais ça t'amène à un pourcentage de réussite à 8,02. Donc là, c'est le plus faible ratio. Ils sont derrière les équipes qui sont derrière elles au classement. Donc ça veut dire aussi qu'on manque quand même de talent à la finition, et surtout le jeu prôné n'était pas assez efficace. Ensuite, c'est la 2e équipe la plus pénalisée, mais Ward, point positif, a réussi à canaliser les énergies et ils ont, à part les 2 dernières rondes, ils ont réussi à bien baisser leur pénalité. 8e au face-off, ça reste relativement correct, mais pour moi, je viens là-dessus, le bilan le plus catastrophique, c'est à domicile. 26 matchs, 12 victoires, 14 défaites.
Ouais. Et lorsque tu prétends faire les playoffs ou les pré-playoffs, tu peux pas perdre 14 fois à la maison. C'est vraiment énorme. Ensuite, là maintenant, on est en train de faire le bilan du côté de Lausanne. On parle un petit peu des étrangers, des joueurs suisses. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sous contrat, donc c'est très très compliqué. Et on parle de réduire les budgets. Moi, je m'étais offusqué, on avait reçu beaucoup de critiques sur l'arrivée d'Andrew Kaloff. Kaloff, il a joué 10 minutes 06, ouais. il a fait un shoot au but. Vous savez combien ça coûte un transfert international? Vous savez combien ça coûte de faire venir... Juste faire le transfert. Juste faire le transfert. Ok, ces gens, ils sont un peu hors sol parce qu'ils ne sont pas comme des gens lambda comme nous. Ils n'ont pas les mêmes salaires. C'est des salaires 6, 7 chiffres. Pas de problème. Mais là, ça, ajouter ça commence à faire beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec ce transfert parce que il amenait pas de plus-value et il allait coûter de l'argent. Et ça, pour moi, c'est un transfert populaire. C'est-à-dire que tous les clubs ont fait des transferts et puis là, nous, on va chercher ce gars-là pour calmer un petit peu tout le monde. Mais finalement, ça fait... Finger paye. Ouais, mais, voilà. Justement. Non, mais attends, juste finis ça. Pour répondre aux critiques qu'on a reçues, moi, en tant qu'entraîneur, il y a 3 choses qui m'agacent. Quand le joueur, il a énormément de talent et qu'il le gâche. Quand le joueur, il n'a pas une bonne attitude avec ses coéquipiers. Et quand le joueur il manque de passion. Tu es d'accord avec ça, Christian? Clair. Et en fait, ce qui m'agace à Lausanne, et les gens ils pensent que je suis contre Lausanne, c'est qu'il y a un immense public, il y a une immense patinoire, il y a un généreux donateur, donc un mécène, un investisseur qui a énormément de moyens et qui aime le club et qui investit. Et on n'a pas de résultats. Et tout le monde s'offusque qu'on perde contre Zug et contre Bienne avec des résultats énormes. Hein. Mais Bienne et Zug, ces équipes-là, ils ont construit comment? Depuis 5-6 saisons. Sur le temps. Et justement, c'est là où on parle d'un projet sportif. C'est quoi le projet sportif? C'est pour ça que moi je pose des questions. Parce que quand on va voir quelqu'un qui ne connaît pas le hockey et puis qu'on lui dit le projet sportif c'est ça, ouais ok, mais fais une conférence de presse, explique pourquoi tu vas prendre ce joueur, explique. Moi je dis toujours que défensivement c'est très insuffisant et quand on regarde les meilleures équipes du championnat, tu peux pas repartir avec ce défensif si tu veux être dans le top 6. Offensivement évidemment qu'il y a eu des erreurs d'étrangers, des erreurs de joueurs suisses qui sont signés trop longtemps avec des grosses sommes, mais là il va falloir trouver des solutions. Et je crois que les arrivées de 2 étrangers c'est de bonnes choses, mais qu'est-ce qu'on fait dans les buts? Par exemple, je vous donne une simple question. Pounenov, on l'a mis un peu au placard là, finalement, avec Lorikainen. Ah ouais, pour finir, Lorikainen, il est bien, c'est un des meilleurs gardiens actuellement. Ça sera très compliqué de ne pas le garder, de ne pas lui faire une proposition pour la saison prochaine, quand même. Pounenov, s'il est sous contrat, et puis ça a mis Stéphane à la retraite, en gros. Ok, voilà. Alors moi je vais vous répondre. Moi, Lorikainen, si je suis directeur sportif, je ne le signe pas. Et je vous réponds pourquoi. Parce que il est pas mal, mais il n'est pas du niveau de Sateri et de Roubec. Et si d'un coup je décide d'avoir Pounenov en 2, en 1 bis et puis un numéro 1 très très fort, je vais chercher un autre étranger. Mais je prends un étranger, évidemment. Je vous ai dit, 3 défenseurs étrangers, donc il y en a déjà 2 de signés. Je vais chercher un type love. Et puis devant, je garde Sekac, Suomela, et puis qui arrive, et puis Raffle. Et je fais un tournus à 7 parce qu'on sait que c'est très, très exigeant le système Ward. Et puis maintenant, on parle d'économie d'énergie, de finances. Tout le monde sait mon rapport avec John Fuss, moi je m'en cache pas. Mais aujourd'hui, par rapport à tous les contrats signés, est-ce que vous avez besoin d'un directeur sportif? Ce que vous avez besoin, c'est d'un gars qui va gérer les apparts. Non, parce que Ward et Anderson, ils peuvent très bien faire le boulot avec un mec qui est au comité comme Comte qui va valider les petites choses que tu peux modifier. Et là, tu vas chercher un peu d'argent. Tu vas chercher un peu d'argent pour payer tes meilleurs joueurs étrangers, voire un défenseur étranger, etc. Donc, si on veut faire des économies, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de tous ces employés fictifs. Et on a besoin à court terme. Et si Ward et Anderson, on peut leur faire confiance maintenant. Ils ont. Je suis d'accord. Où je peux vous rejoindre, c'est que finalement la double casquette directeur sportif coach, style Dubé, effectivement. Ça coûte moins cher, mais surtout. Mais moi je vois pas ça sous question de coût. Je vois ça sous plutôt une question d'efficacité. Ouais, mais d'efficacité. Au moins vous parlez le même langage. J'aimerais bien. Oui, mais là, Christian, il y a tous les contrats qui sont signés. Ouais, mais attends, moi j'aimerais dire autre chose. Oui. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on a surtout besoin d'un bon directeur sportif. Style directeur sportif qui match avec l'entraîneur, comme c'est le cas à Ambry, comme c'est le cas à Bienne. Parce que voilà, tu as donné l'exemple de Kaloff, c'est un très bon exemple. On l'a pris à la dernière minute pour dire qu'il y a quelqu'un. Regarde ce que Langnau a fait
à la dernière minute, un jour avant le bouclement des transferts, soit aller chercher un gars qui met 45 points en Suède. Je veux dire, ce qui s'est passé avec la gestion du gardien de Hughes, pour moi, c'est une erreur de casting, encore une. Et là, je suis désolé, c'est une seule et unique personne qui prend ces décisions. Pour moi, je préfère qu'effectivement, la solution que tu parles, je préfère que ce soit l'entraîneur qui fasse directeur sportif, mais au moins qu'il assume ses choix. Parce que là, si c'est pour amener des call-offs, 10 minutes de temps de jeu, c'est le plus gros transfert actuellement à Lausanne, c'est un directeur sportif. Ou pas, mais quelqu'un qui soit capable d'assumer les choix sur la glace. Parce qu'effectivement, par rapport à Ward, moi ce que je veux dire, c'est qu'avec Ward, ce que je trouve déjà bien, c'est qu'au-delà du système défensif, ils ont retrouvé une âme, ils ont retrouvé du plaisir de jouer. Et une équipe qui joue ensemble. Exactement. Et du coup, les gens sont revenus à la patinoire. Ward, il a fait ça, il faut lui laisser, c'est lui. Le team avec Anderson, ils ont fait leur job. Je suis désolé maintenant que Svoboda est parti. Le poste où les choses n'ont pas été faites, c'est du côté de Foust. Et après, je pose encore la question, on parle d'emploi fictif. Il fait quoi Kruger aujourd'hui ? C'est quoi son job ? Non, mais là, vous savez encore qu'il est à Lausanne, il est payé par Lausanne. Est-ce que vous savez ce qu'il fait ? C'est un exemple parmi d'autres. Mais peut-être qu'il fait. Peut-être ça peut être un directeur sportif, je pense que ça serait pas pire que Foust. Non, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Là, en l'occurrence, on n'a pas été voir dans les bureaux pour voir ce que faisait. Non, mais quand on parle d'économie, moi j'entends des gens qui disent que, ouais, alors peut-être que Maillard il coûterait trop cher. Mais alors si Maillard coûte trop cher, mais Kruger pour ce qu'il fait, il coûte combien ? Et puis Foust, il coûte combien ? Voilà, c'est ça mes vraies questions. Oui, on ne sait pas ce qu'ils font exactement, mais peut-être qu'ils font quelque chose quand même. Là, je suis obligé quand même de vous en parler un peu. Non, mais t'as raison Philippe, mais les vraies questions, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Quelles sont les priorités par rapport au budget et qu'est-ce qu'on veut ? Moi, je reste persuadé qu'avec les moyens financiers, je le répète, l'infrastructure, le capital public, tu dois être dans le top 6. Je suis d'accord. Tu dois être dans le top 6. Donc là maintenant, l'investisseur, tu vas le voir et tu dis voilà, il y a eu des erreurs dans la gestion de Svoboda pour cela. Il faut qu'on se sépare de cela. Et puis de ces jours-là, et puis il faut qu'on arrive à avoir une identité de jeu. Voilà, le coach, il veut ça. Moi, je pense que Ward, maintenant, il connaît le championnat. Anderson, il le connaît très très bien aussi. Et comme on a énormément de joueurs signés pour de longues saisons, c'est juste de la transaction. Et donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de recherches. Là, c'est lui qui va décider ses besoins. Et on a vu qu'il s'affirme dans le coaching. C'est lui qui décide ses équipes. Et on a vu le changement. Il a donné une identité à l'équipe. Il a donné une identité à l'équipe. Donc maintenant, voilà ma question. Et si on veut faire des économies, quelles sont les économies ? Bon, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut encore un petit peu de changement du côté de Lausanne, même si il y a une amélioration. Une grosse amélioration avec Svoboda, c'était n'importe quoi. J'écoutais Ward à la fin du dernier match et qui finalement avait un discours très apaisant en disant oui, on est déçus, mais enfin on a un vrai potentiel et vous verrez autre chose la saison passée. Ça c'est bien. Ça reste encore des paroles. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut, il faut que ça agisse, mais à tous les niveaux, il faut aussi que Lausanne se retrouve une image, même au niveau de la direction même du club. Enfin voilà, parce que c'est un petit peu lézardé un peu partout malheureusement. Pour finir avec ça, la communication. Oui. Moi, si j'étais le CEO ou le président, j'investirais dans la communication. C'est-à-dire, je prendrais quelqu'un ici du sérail du hockey qui est proche des médias et qui arrive justement à faire changer cette image. On a beaucoup parlé, on a beaucoup critiqué la presse écrite, les médias par rapport à Lausanne, mais je vous rappelle quand même que durant les dernières années, en termes de communication, je vous souvenez d'une interview un dimanche soir de Sascha Weibel, enfin tout ça, ça a fait du mal, et je crois que Fribourg va dans ce sens-là en prenant quelqu'un qui connaît bien le hockey, puis qui est proche des médias, et je crois que là-dessus, c'est aussi un investissement à faire pour que aussi on ait des échanges avec nous, par exemple, avec la presse écrite, avec les télévisions, pour que vraiment il y ait un changement d'image, parce que comme je vous ai dit avant, moi ce qui me rend dingue, c'est quand vous avez tout le potentiel et que ça ne marche pas. Moi ça m'énerve en fait. J'ai rien contre ce club, mais ça m'énerve. C'est comme si tu as un joueur qui est talentueux, qui a le niveau de joueur NHL et puis qui joue en première ligue parce qu'il a une mauvaise attitude et ça n'a rien à voir avec son talent. Et c'est un peu ça. Il y a une pléiade de talents et puis on n'arrive pas à avoir des meilleurs résultats. Ouais, puis
puis à part ça, la communication, on peut engager un pro de la communication, mais il ne faut pas qu'il soit hybridé, il faut qu'il puisse parler. Bon, c'est ça. Il y a eu une tentative d'amélioration, notamment avec Thérèse qui est arrivée à Lausanne. Il y a déjà du mieux et ça va continuer. On va en rester là pour le moment sur le sujet Lausanne et on va conclure notre tour des clubs romans avec le HC Ajoie. Alors, saison difficile, mais de Pézanne, on a beaucoup parlé ici à ce micro, que ça a été une erreur de casting, pas sur le niveau de l'entraîneur, mais sur le profil de l'entraîneur par rapport à l'équipe à disposition. Ça a été corrigé par le directeur sportif et qui a pris les rênes de l'équipe. Il a assumé, et puis il y a eu des bien meilleurs résultats et du jeu. On a vu des améliorations, mais quand même 14e, 48 points seulement. 16 victoires, 36 défaites, ça c'est pas facile, mais dans les 16 défaites, il y a beaucoup dans les 16 victoires, il y a beaucoup de victoires sur la fin de la saison, avant les play-outs. Donc ça c'est une bonne chose. Après, les statistiques elles font mal. 14e attaque, 14e défense, 14e powerplay, 13e boxplay. Donc dans les unités spéciales, c'était bien en milieu de saison et là ça a beaucoup baissé. En termes d'efficacité, c'est un peu mieux, 9e avec pratiquement 9%. Le ratio du powerplay du boxplay c'est 87,47. Quand vous êtes en dessous de 90, c'est vraiment pas bon. 4e équipe la plus pénalisée, ça c'est une chose qu'il va devoir régler. On a vu Arnold là encore à Genève. Moi j'étais hystérique quoi. Je dis, un chiffre sur 3 il est pénalisé. Et puis un chiffre et 2 chiffres sur 6 où il mériterait d'être pénalisé. Donc il va falloir faire vraiment attention. Ça c'est peut-être pour compenser des lacunes techniques. Mais là quand tu joues contre Genève qui a le meilleur powerplay de la ligue, ceci expliquant cela. Il faut faire attention. Ça va trop vite. Les gardiens, Tim Wolf 90,92 et Damien Ciaccio il est pratiquement à 90%. Mais ils avaient des ratios un peu moins importants et ils ont beaucoup progressé sur la fin de saison. Le scoring de Vos 43 points, Asselin 34 points qui a beaucoup progressé. C'est celui qui a fait le plus de points durant la deuxième partie de championnat. Hazen qui a bloqué un petit peu à 33 points. Brennan 31 points, Gauthier 23 points. Par contre après il y a des statistiques sur les plus-minus même si on n'accorde pas une grosse importance. Mais l'étranger Bakos il a à moins 22. Il n'a pas beaucoup joué après la deuxième partie. Auert à moins 23 et Thierry, un défenseur qu'on a été chercher, ex-international français, à moins 30. Donc ça, c'est des statistiques qui sont vraiment pas bonnes. Donc là, attention à cela. Mais parce que surutilisé dans une équipe peu performante. Ouais, mais pas surutilisé. Pas tellement surutilisé, très utilisé. Il a pas trop. Ils ont beaucoup joué. Il a essayé de jouer à 7, à 8. Minutes, donc il a pas trop de temps de jeu, mais c'est vraiment pas des bonnes statistiques. Ça va un peu mieux sur la fin de saison, mais il a eu vraiment un début de saison très difficile. Ouais. Alors moi, déjà, Ajoie, les a vus jouer Laurent ce week-end. Ouais. Donc finalement, ils vont jouer contre Langnau. Donc Langnau, ils ont la légion étrangère qui est un peu décimée, mais Ajoie aussi. Donc juste pour info, Langnau vient de perdre Eking qui va se faire repérer. Sarella, Sarijaravi, et Michaelis et Diem qui est aussi un joueur important. Oui. Après, je dirais que maintenant, de l'autre côté, Ajoie, tu as Gauthier Leduc, De Vos, Pouilly, Fay et Boson. De Vos revient. Ouais, exact. Donc, sachant que Langnau, 70% des goals, c'est les étrangers. Ouais. Je pense que c'est un signal fort aussi pour Ajoie qu'il faut exploiter. Et puis l'autre chose, et puis ça c'est mettre au crédit de Vauclair, c'est que depuis qu'il a repris les commandes de l'équipe, il y a quand même beaucoup de joueurs suisses qui sont revenus dans la lumière. Je pense à des gars comme Frossard et compagnie. Exact. Ouais. Enfin, globalement, ils utilisent beaucoup plus les joueurs suisses. Ils ont plus de temps de jeu. Le temps de jeu, il est dilué. Et ça typiquement. Sur un best of 7, ça peut être capital. Donc moi je pense que malgré le fait que Langnau avait 60 points versus 48 à Ajoie, c'est pas aussi déséquilibré que ça. Et moi je pense qu'Ajoie a toutes ses chances, notamment à cause des blessures. Alors on peut aussi se poser la question, finalement, à Langnau à 70% des goals marqués par les étrangers, mais ils sont tous blessés. Pourquoi ? Ils ont tellement joué. C'est aussi, la gestion, c'est hyper important. Risque connu. Voilà. Risque connu, et moi j'en avais parlé ici en off, on avait parlé entre nous. Depuis un certain temps, Langnau ne joue pas bien et je pensais qu'ils allaient faire un changement à la bande. Pour donner un signal fort avant les... Est-ce qu'ils ont les moyens Non, mais est-ce qu'ils ont les moyens ? Ou l'autre question, est-ce que finalement ils sont très contents du travail effectué et puis finalement ils veulent continuer comme ça ? Mais il y a une réelle inquiétude sur les play-outs. Par contre, j'ai regardé des reflets de la Swiss League, il y a quand même un monde. Il y a quand même un monde, donc on verra. Mais pour l'instant... Je ne vois pas tellement ce qu'on peut reprocher à Paterlini. J'allais dire, Paterlini, il ne faut pas oublier que ça fait que 4-5 matchs qui sont plus dans le coup. Avant, ils étaient... C'est ça. Mais le problème, c'est comment ils étaient dans le coup. C'est ça. En utilisant beaucoup leurs étrangers qui sont tous blessés. Et l'autre chose, vous savez que... Pour moi, si on compare les deux équipes, là, il y a une équipe qui est en train de monter mentalement, une équipe qui est dans le down mentalement. Exactement. Et qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça ?
des fois d'amener peut-être quelqu'un du club, hein, je sais pas, rajouter quelqu'un dans le staff, mais en tout cas là, pour moi, favori au niveau mental, c'est Ajoie parce que eux, ils ont bien fini et Langnau a mal fini avec des grosses blessures et puis des mauvais résultats. Donc voilà, c'est là-dessus où je voulais en venir. Maintenant, je reproche rien au travail de Paterlini. Je dis simplement, dans ces moments-là, ça joue beaucoup au mental. Et qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Langnau ? Ouais, puis finalement, pas le piège, mais en tout cas, par rapport à la saison passée, Ajoie, ils ont justement réussi à éviter de prendre des sèves 10 d'affilée. Quand même, là, depuis un moment... le Ajoie de cette année est quand même plus convaincant. Oui, et surtout non, mais surtout dans le contenu, dans le jeu, et puis dans les résultats. Mais surtout la fin de saison. Oui. La fin, parce qu'ils ont eu, hein, avant le limogeage de Pézanne, ils ont eu une grosse série de défaites. Mais là, depuis, ils alternent victoire-défaite, victoire-défaite. Et ça, c'est super important pour la confiance. Et puis, à domicile, toujours avec leur gros public. Et puis, à Genève, ils ont fait leur match. Hein. Avec les moyens à disposition, ils ont fait leur match. Ils ont été embêtants pour Genève. Donc, ça donne de la confiance. Tu joues contre le premier, tu perds sur la fin. Avant d'arriver en play-out, ça te donne de la confiance. Voilà, on a fait le tour des 5 clubs romans de l'élite. On est déjà à plus d'une heure d'émission. On va vite conclure avec 2-3 petites remarques éparses. Ouais, on finit avec les matchs de demain. Oui. On a parlé de Fribourg-Lugano, donc on va parler de Berne-Cloton. Avantage quand même à Berne. Il a décidé le dernier match de jouer juste avec Tevez. Il a mis Golubev et Jelinas en tribune. Et puis quand tu regardes les trios offensifs de Berne, c'est impressionnant. Vutriche qui est en pleine forme en ce moment. Donc ça a réparti un petit peu les temps de jeu. Et puis surtout Dido, avec ce qui s'est passé avec sa suspension, le fait qu'il gagne, là il le remet, il est performant. Même s'il a un caviar et puis un rebond, faut les mettre, mais c'est pas lui qui fait le jeu. Mais il a eu que 17 minutes de temps de jeu. Je pense qu'il y a une pression sur lui sur ses pré-playoffs par rapport au contingent et au fait d'avoir il y a aussi l'étranger qui est arrivé, l'étranger supplémentaire qui est arrivé de Bâle, l'attaquant. Donc en renfort, renfort, mais du coup t'as quand même du potentiel avec le gardien étranger aussi. T'as du contingent. Maintenant, il y a quand même des choses au niveau budgétaire à demander au directeur sportif, hein, parce que quand tu as un mec comme Berchi, on parle avec les avantages en nature d'une somme à 7 chiffres, hein, qui est en tribune surnuméraire. Quand on voit ce qui se passe, parce que moi ce qui me choque le plus, c'est pas que Dido il a le 2 ans à Fribourg. Ce qui me choque le plus, c'est qu'un club comme Berne, il y a l'étranger qui vient de voir et puis t'acceptes qu'il parte dans un club rival, puisque c'est vraiment la concurrence, c'est un derby. C'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu de faiblesse. Sans doute content de se débarrasser d'un gros salaire. Hein. Ouais, mais justement, il y a eu des erreurs. Il sera moins payé à Fribourg, ça c'est sûr. Ouais, mais il y a eu des erreurs. Ou peut-être, je pense qu'il sera moins payé. Et d'ailleurs, c'est à sa demande. Hein. C'est lui qui a contacté Fribourg, n'oubliez pas. D'accord, mais vous voyez quand même, vous rappelez les grands Berne, est-ce qu'il y a un joueur qui serait permis d'aller voir Marc Lutti pour lui dire écoute, je vais aller à Fribourg? Je pense pas. Hein. Donc c'est ça, juste ça. Pour revenir au match, quand même avantage, s'ils arrivent à canaliser les 5 étrangers de Cloton, Berne a quand même beaucoup plus de profondeur sur la durée. Bon, moi, juste un truc que je veux dire, c'est que la différence entre Berne et Cloton, c'est que Cloton a déjà réussi sa saison, premièrement, que Cloton a un meilleur gardien, je pense, Metzola est plus fort. Mais après, effectivement, la profondeur est du côté de Berne. L'autre chose aussi, c'est que Cloton vient de finir sur un gros résultat, ils sont les gagnants de Davos, donc il y a une petite euphorie, mais Berne a battu Zurich, qui était franchement le gros Zurich. Voilà, donc voilà, je pense qu'après, au niveau des blessés, Golubev, Berchi, Jelinas, avec la profondeur qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent faire sans. Du côté de Cloton, je crois qu'il y a Simic, et puis autrement... Gros. Ouais, exact. Mais les étrangers, ils sont tous là, par contre. Donc la Légion étrangère de Cloton, c'est quand même assez important. Hein. Oui. Donc je pense que c'est ouvert, mais moi je pense sur le fond, Berne doit passer. Et puis attention, hein, si Berne passe, il ne faut pas les choper en play-off. Pour faire le coup qu'ils avaient fait l'année passée, moi si j'étais Berne, je ferais une offre à Hang, par exemple. Je ferais une offre à un de bons étrangers du SCB. À 18h mardi soir. Un truc dans le système. Exactement. Ah, vous êtes vraiment... J'aurais pas aimé jouer contre vous. C'est vous qui m'avez tout appris. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, messieurs, on va avoir aussi une petite pensée pour le HC La Chaux-de-Fonds qui va essayer. C'est pas si facile que ça, contre Turgovie. Ça va mieux depuis là, ils ont gagné 7-0 à la maison, donc c'est vraiment un gros score en demi-finale, mais
on pense que la finale, ça sera contre Holton, Chaux-de-Fonds. Et puis là, on va voir le niveau des deux équipes. Voilà. Ouais. Nous, il ne reste plus qu'à vous encourager à aller voir les matchs. Encore une fois cette semaine, puisque le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. C'est mieux. Beaucoup mieux. C'est même beaucoup mieux. Et puis, on se réjouit de vous retrouver vendredi pour le prochain premier bloc. Ce sera le Before. Et puis, dès la semaine prochaine, avec le début des playoffs, on se retrouvera tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Voilà, 3 fois par semaine. Ouais, 3 fois. Et vendredi. Vous voyez ce que vous me coûtez ou quoi? Non, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Je pense que les gens, ils vont écouter en finale. On va s'insulter. Ouais, c'est possible. Non, mais si on se retrouve vendredi, il y aura déjà eu 2 matchs de pré-playoff. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant vendredi de voir où on en est. Ouais, exact. Voir si les séries sont déjà terminées ou pas, puisque c'est du best of 3. Ouais. Exactement. Et puis nous, à l'Aimant Bleu, juste pour ajouter, on a demain, on a Berne Cloton et jeudi, on a un Lugano-Fribourg. Donc très intéressant aussi à suivre ces 2 matchs. Donc gratuitement sur l'Aimant Bleu. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la revoir sur Planet Hockey Center, c'est notre chaîne YouTube. Mais dans tout cela, l'essentiel, n'est-ce pas Christian? Et vive le hockey roman et la Chaux-de-Fonds. On rajoute. Voilà. Okay. On a un supporter ici quand même. Ouais, mais non, moi j'aime le hockey roman. Ouais. Il a une copine là-bas. Même aussi. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, si vous avez pris cette émission en cours, il y a rediffusion d'ici quelques minutes sur cette antenne. Allez, à bientôt, bye bye.